Ravi de vous retrouver, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la BTV. Vous avez fait un très bon choix en nous choisissant pour vous informer. Ils sont exactement 19h, passé de 45 minutes ici à Bujumbura. Il est même heure à Paris et 2 heures de moins en temps universel, madame, messieurs. Bienvenue. C'est d'abord le sommaire de ce journal. L'ex-président Sylvestre Ntibantunganya estime que l'État burundais doit adopter des stratégies afin de garder ses enfants et aussi à les aider afin de travailler dans ces bons pays. Et le Premier ministre burundais a reçu en audience l'ambassadeur de la Suisse, M. Valentin, ainsi que les représentants résidents du système des Nations Unies. Plus de détails, c'est dans ce journal. Asseyez-vous confortablement car dans quelques instants, on entre dans les détails. Et le gouvernement burundais doit adopter des stratégies pour garder les Burundais, les spécialistes dans différents domaines afin qu'ils puissent travailler dans ces pays. C'est l'analyse de l'ex-président burundais, M. Sylvestre Ntibantunganya. Il l'a dit lors d'une interview accordée à la Big TV. C'est le reportage de Raymond Prosper Nyongo. Les spécialistes burundais dans différents domaines, y compris les médecins, qui préfèrent quitter le Burundi pour aller travailler là où ils sont bien rémunérés, l'ex-président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, les compare à un enfant qui défie ses parents à cause de la pauvreté qui les caractérise malgré eux. Est-ce que vous défierez de vos parents parce qu'ils sont pauvres? Ou est-ce que plutôt vous ferez tout ce qu'il faut selon justement les compétences que vous avez acquises pour aider vos parents à s'en sortir? Le Burundi, c'est notre parent à nous tous. Il y a des investissements qu'il a consentis pour que nous puissions étudier. On peut comprendre que les gens se posent des questions ici ou là. Mais je pense, et là, à mon référent, encore une fois, à l'image que je vous donnais de Rwagasore, au niveau de son patriotisme, nous devions penser à mettre l'intérêt du Burundi avant. Je pense donc qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, en sachant que si vous êtes médecin, si vous êtes un bon enseignant, si vous êtes un bon scientifique, parce que ce ne sont pas seulement les médecins qui partent, ou qui restent là où ils ont été, c'est beaucoup de Burundais, dans plusieurs secteurs, normalement qui devraient être des secteurs vitalisants pour le développement économique de ce pays. Selon toujours Sylvestre Ntibantunganya, le départ de ces spécialistes à l'étranger est une leçon pour le pays. Ce dernier devrait se poser la question de savoir ce qui doit être fait pour que toutes ces compétences restent au pays et rapatrier ceux qui sont à l'extérieur pour qu'ils contribuent au développement socio-économique. C'est une leçon, c'est une interrogation. Qu'est-ce que nous devons faire pour que toutes ces compétences se sentent à l'aise? Qu'est-ce que ces compétences elles-mêmes devraient faire pour sensibiliser les responsables qui prennent les décisions à prendre les décisions nécessaires pour canaliser non seulement ceux qui sont ici à rester ici, mais également ceux qui sont à l'extérieur de venir ici au Burundi. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui s'organisent pour pouvoir justement aller importer des compétences au moment où nous, ces compétences, nous les avons, mais partent à l'extérieur? Il faut nous organiser pour que ces compétences restent ici et que celles qui sont à l'extérieur viennent. En sachant que quand nous organisons convenablement pour l'intérêt de nous tous, nous satisfaisons chacun ses propres intérêts. Parce que quand l'intérêt général n'est pas satisfait, n'attendez pas que l'intérêt particulier trouve un bon épanouissement. L'ex-président Sylvestre Ntibantunganya s'est exprimé sur la fuite des cerveaux burundais au moment où il se marque le non-retour de plusieurs spécialistes burundais formés à l'étranger et le départ de ceux qui exerçaient au pays. Et le Premier ministre burundais, M. Gervin Dirakobuchi, a reçu en audience l'ambassadeur de la Suisse au Burundi, M. Valentin, ainsi que les représentants du système des Nations Unies au Burundi, M. Abdou Hamid Dieng. Le but de cette audience était de discuter sur la collaboration, la coopération entre les Nations Unies au Burundi et le gouvernement burundais. On suit à cet effet M. Abdou Hamid Dieng. Il est représentant résident du système des Nations Unies ici au Burundi. La discussion a porté particulièrement sur la coopération entre les Nations Unies, globalement, et le gouvernement burundais. Et nous sommes arrivés à une conclusion de tenir
un forum d'ici la fin de l'année où tous les partenaires au développement, Nations Unies, les bilatéraux et le gouvernement, on va se retrouver ensemble pour discuter de sujets communs au gouvernement et aux partenaires au développement, probablement au monde. Concrètement, c'est s'asseoir avec le gouvernement sous la houlette du Premier ministre, avec les ministres concernés, pour discuter des sujets de développement, que ce soit l'éducation, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé, que ce soit les droits humains. On va discuter en profondeur et voir de part et d'autre quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Comme vous le savez, le Burundi traverse une période importante aujourd'hui de son histoire. Comme vous le savez, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée. Les relations entre le Burundi et le Fonds monétaire sont au beau fixe. Les discussions entre le Burundi et la Banque mondiale avancent. Et maintenant, on veut renforcer la coopération entre le système des Nations Unies, dans leur globalité, toutes les agences, avec le gouvernement du Burundi, sur des questions de développement. Et après la commémoration des journées mondiales, celle de l'alimentation et celle des luttes contre la pauvreté, respectivement les 16 et les 17 octobre, l'organisation Parole Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM a sorti une analyse pour évaluer donc la situation économique et l'action gouvernementale. Je vous propose de suivre à cet effet Monsieur Faustin Ndikoumana. Il est président de cet organe. Il l'a dit lors d'une conférence qu'il a tenue aujourd'hui mardi, le 17 octobre. Pour faire cette évaluation, alors, on commence à évaluer les indicateurs. Un PIB par habitant de $300, c'est le dernier du monde. L'avant-dernier, c'est la Sierra Leone. La Sierra Leone a un PIB par habitant de $400. C'est pour ça une différence de $100. Nous avons un taux de croissance inférieur à 2%, alors que le taux de croissance de la population est à 3%. Le seuil de pauvreté, c'est à plus de 70%. L'insécurité alimentaire frappe 2 Burundais sur 3. La malnutrition infantile est à plus de 50%. Nous avons un endettement public de plus de 70% du PIB. C'est alarmant. Une balance commerciale lourdement déficitaire. 80%. Déficit. Plus. Réserve de change de 2 semaines. Alors que la normale devait être 5-6 mois. L'engagement sont largement supérieurs aux avoirs en devises détenus par la Banque centrale à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Une dépréciation monétaire qui continue. Une inflation de 30%. Qui est tente. Si on analyse les conditions physiques de la pauvreté, il faut analyser les infrastructures, l'état de nos routes, les bâtiments, les ponts, les aéroports, l'équipement dans les écoles, dans les hôpitaux. Il n'est pas possédé, par exemple, un avion digne de son nom. L'énergie, ouais, la crise de l'eau, de l'électricité, du carburant. Au niveau de la communication, et la situation de notre débit en Internet liée à la couverture de la fibre optique. Mais malheureusement, le Burundi dispose d'un potentiel agricole, minier, touristique, avec sa production de plaques tournantes dans la solution qui devrait lui permettre de décoller économiquement. Alors, comment évaluer l'action gouvernementale dans la lutte contre la pauvreté? 10 indicateurs nous permettent d'évaluer l'état de l'action gouvernementale dans le combat contre la pauvreté. D'abord, on ne peut pas parler de lutte contre la pauvreté sans qu'il y ait un service de planification gouvernementale digne de son nom. La planification a complètement disparu. Au sein du ministère des Finances, il n'est pas présent. Au sein du ministère de l'Intérieur, il n'est pas présent. Comment développer un pays comme le Burundi sans un ministère, sans un service respectable de la planification stratégique et opérationnelle?
C'est aujourd'hui 17 octobre que le monde entier célèbre la journée mondiale des dons des organes et de la greffe. Sur les dons d'organes, il y a bien sûr de longues listes d'attente. Il y a beaucoup plus de personnes qui demandent des organes et bien sûr, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, il y a une asymétrie. D'après les spécialistes, il y a un seul organe disponible pour 3 demandes. La BTV s'est entretenue avec une bénéficiaire d'un organe. C'est le reportage que nous a fait notre confrère Gilles Verne Nakiman. Le 7 octobre, le Burundi se réjouit au monde entier pour célébrer la journée mondiale du don des organes et de la greffe. Evodi Ishimwe, qui avait bénéficié d'un organe, elle est très reconnaissante auprès de toute personne qui lui a aidé dans ces moments difficiles. J'avais un problème de polykystose rénale. Je suis née avec. Et après, le médecin m'a dit que je devrais faire une transplantation rénale. Au début, je savais que c'était ma mère qui devait me donner son organe, mais ça n'a pas pu réussir, raison pour laquelle on a cherché d'autres personnes pour qu'ils me donnent le rein. C'est une bonne occasion alors de remercier encore une fois la population burundaise pour m'avoir aidé au niveau financier. Ça m'a coûté $20,000. C'était vraiment délicat à ce moment pour avoir cette somme en urgence. Elle invite toutes les personnes à donner, de prendre des organes dans le but de sauver des vies. Je voulais juste encourager les gens de faire des dons de leurs organes, surtout quand ça cause pas de problème. Si peut-être je parle sur cet organe que j'ai reçu, le rein. Il faut aider en tout cas. Il faut aider parce que la personne, quand elle souffre, souvent elle veut de l'aide. Donc si vraiment les gens veulent aider, qu'ils le fassent. Je crois que Dieu leur bénira. Cette journée est célébrée dans le monde en cette période où il y a pris des demandes qui offrent des organes suite à la paix ou à d'autres causes. Et un sport avec Boris Ingabire et Gilles. La fierté de la nation, l'international Youssouf Nyangi, rendu de plus en plus très cher par son club. Désormais, pour avoir l'international dans votre club, il vous faudra déverser ou débloquer alors 15 millions d'euros. Et l'ambassadeur Francine Nyonsaba, soucieuse de lancer son laboratoire. L'international burundais évoluant à Ligue East de l'équipe de Nice, Youssouf Ndaishimiye nommé Nyange, vient de marquer un nouveau record. Après la mise à jour des valeurs marchandes des sites transferts Market publié le 16 octobre 2023, la valeur marchande actuelle de Nyange est passée de 11,5 millions à 15 millions d'euros. Il est le deuxième joueur burundais à atteindre la barre de 15 millions d'euros après le capitaine des Inhamba Murugamba Saido Belahino. C'était en 2015. À Nice, Youssouf Nyange occupe la 5e place des joueurs les plus chers. La star internationale d'athlétisme ambassadeur Francine Nyonsaba compte mettre en place au Burundi un laboratoire de diagnostic et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Ce lundi 16 octobre, elle a été reçue en audience par Dr Xavier Crespin, représentant de l'OMS au Burundi, pour solliciter de l'appui technique pour la construction et l'équipement de ce laboratoire. Ils ont également échangé sur la promotion du sport pour améliorer la santé et le bien-être. Elle a indiqué que ce laboratoire de diagnostic d'excellence au Burundi sera bien dévoilé et mis en œuvre très bientôt. Et à l'international, le match qui opposait Belgique contre Suède, comptable pour les qualifications de l'Euro 2024, a été arrêté avant la reprise de la seconde période à raison d'un attentat survenu à Bruxelles ce lundi soir.
Le porte-parole du stade de Roi Baudé a annoncé que les joueurs refusaient de reprendre la rencontre compte tenu des événements. Une fusillade a fait des morts dans la capitale belge et Léon Messi sera le prochain gagnant du Ballon d'Or d'après les informations venant de certains journaux sportifs européens. Le journal D'ailleurs Sport a révélé que le susceptible Ballon d'Or va gagner ce 8e trophée attribué par France Football. Vous saurez que les cérémonies de remise de ce trophée sera le 30 octobre 2023 à Paris. Et pour finir, je vous prends Raymond Prosper Niongolo pour l'international, l'actualité à l'international. La Belgique en état d'alerte. Des personnes de nationalité suédoise ont été tuées lundi 16 octobre au soir à Bruxelles par un homme armé qui a pris la fuite en scooter. Un lâche attentat, selon le premier ministre belge Alexander De Croo, qui a appelé à l'unité dans le combat contre le terrorisme. Un message vidéo de revendication a été posté sur les réseaux sociaux par un homme se présentant comme l'assaillant et se disant inspiré par l'État islamique, a précisé un porte-parole du parquet fédéral, Erik Van Dus. Dans la vidéo de revendication, la nationalité suédoise des victimes est évoquée comme motivation probable de l'acte, a ajouté Erik Van Dus. La Suède, dont l'image s'était fortement dégradée cet été dans le monde musulman, après plusieurs profanations du Coran autorisées sur son sol, avait décidé le 17 août de relever son niveau d'alerte terroriste, estimant que la menace d'attentat persistera pendant longtemps. Dans la région de Bruxelles, le niveau de la menace terroriste a été relevé à 4, considéré comme très grave, niveau maximal. Le mot d'ordre relayé par le parquet est de rester chez soi aussi longtemps que la menace n'est pas éradiquée. Les faits sont survenus peu après 19h, c'est-à-dire 17h GMT, près de la place Saint-Hélène, dans le nord de la capitale belge, avant un match de qualification de l'Euro 2024 de football opposant la Belgique à la Suède. Le match a été interrompu à la mi-temps, les joueurs suédois ne souhaitant pas reprendre le jeu après la pause, selon la chaîne francophone RTBF. 3 jours après l'attentat d'Arras, Pas-de-Calais, et la mort de Dominique Bernard, professeur de français tué par un terroriste islamiste, et 3 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, 12 millions d'élèves et 860 000 enseignants ont dû reprendre le chemin de l'école ce lundi 16 octobre. Récit d'une journée très particulière entre recueillement, angoisse, hommage et consignes de sécurité renforcées. Au même moment, Emmanuel Macron affirme sur Twitter, rebaptisé X, que l'école restera un sanctuaire et un rempart contre l'obscurantisme. À quelques heures des hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard, le président de la République a publié un long message adressé aux professeurs et élèves français. Il souligne qu'il n'y a pas de république sans école, sans l'apprentissage patient dans vos salles de classe, de l'esprit critique et de valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité qui forgent les citoyens. Le manque d'eau dans la bande de Gaza pousserait les gens à boire à partir des sources contaminées et pourrait conduire à la propagation des maladies, a prévenu l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA. L'Organisation mondiale de la santé avait déclaré plus tôt que l'eau, le carburant et l'électricité seraient épuisés dans les 24 heures, avertissant qu'Israël avait intensifié le blocus de l'enclave après l'attaque meurtrière du groupe terroriste du Hamas le 7 octobre. Nous parlons de 2 millions de personnes dans la bande de Gaza qui n'ont pas d'eau. Et l'eau, c'est la vie. La vie s'épuise à Gaza, a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l'UNRWA. We all know water is life, and Gaza is running out of water, and Gaza is running out of life. C'était lors d'une vidéoconférence depuis Amman. Nous sommes très préoccupés par la propagation des maladies d'origine hydrique si l'eau continue à ne pas être disponible à Gaza, car nous savons que les gens ont recours à des sources d'eau sales, y compris des puits, a-t-elle dit. Touma a dit que la peur se faisait sentir parmi les propres employés de l'UNRWA dans la bande de Gaza. Nous sentons que les niveaux de désespoir, de frustration et d'épuisement parmi notre personnel augmentent d'heure en heure, a-t-elle déclaré. Merci beaucoup Raymond Prosper Niongolo. Et c'est par cette information à l'international que nous bouclons finalement cette édition, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec trop d'intérêt. Merci. Vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle quelques titres qui ont constitué notre journal.
L'ex-président burundais Sylvestre Ntibantunganya estime que l'État burundais doit adopter des stratégies afin de garder ses enfants et les aider à travailler au pays. Et le premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a reçu en audience l'ambassadeur de Suisse au Burundi, M. Valentin, ainsi que les représentants résidents du système des Nations Unies au Burundi. Portez-vous bien, gardez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches car demain est une nouvelle vie. Bye bye.